Après lui, le monde ne fut plus jamais le même. Certains ont ri, d'autres ont pleuré, mais tous se sont goulûment précipités dans sa danse infernale. Tous ont signé, tous. Il était devenu nous. Son cœur pulsant jamais ne dort, son œil terrible jamais ne cligne. L'humanité ne dormit plus jamais. Tout le monde oublia ce qu'était l'homme. Plus personne ne vit la machine. Tout le monde oublia le choix, le refus, le désir, le sublime et le singulier. Le monde fut partout, et chaque homme fut le monde. Tout était calme, et c'est ainsi qu'ils disparurent, dans la cadence d'un immuable ping régulier, qui chaque seconde rafraîchissait le monde. L'être humain évolue par bons techniques. Jusqu'ici, ils ont toujours fait grand bruit. Feu, poudre, vapeur, électricité, atomes, chaque grade prométhéen nous a toujours laissé un goût étrange en bouche, amer et grandiose, quoi qu'on en dise. La rupture fut toujours visible. Elle bouleverse le quotidien humain pour les siècles à venir. Mais peut-être pour la première fois aujourd'hui, Prométhée a découvert un feu autonome. Un feu qui semble savoir se passer de nous. Peut-être que cette fois, c'est le feu qui nous a trouvés et pas l'inverse. La situation est connue, omniprésente et évidente. Nous vivons tous sous ce nouveau paradigme algorithmique. Le simple fait que vous regardiez cette vidéo suffit à en convenir. Vous l'avez trouvée parce que vous suivez mes autres productions ou parce qu'un petit juge numérique fantôme a jugé bon de vous la présenter. Vous êtes, comme moi, un citoyen algorithmé, c'est-à-dire un citoyen que l'on oriente, que l'on dirige, que l'on calcule et que l'on prévoit. De notre désir de consommation à notre temps de cerveau disponible, en passant par nos choix musicaux, pour certains amoureux ou professionnels, c'est aujourd'hui le juge de l'ombre qui décide et qui trie, qui vous observe et se précipite à votre chevet, lorsque, la paupière encore collante, vous vous demandez où en est le monde. Alors aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler d'algorithmes, de technologie ou de fonctionnement réticulaire de ce nouveau monde qu'est le paradigme numérique. Tout le monde parle de ça, partout. Personne ne voit que ce dont nous devrions parler est à l'autre bout de l'équation, l'humain. Car c'est lui qui est visé, dans sa liberté fragile, dans le sens instable et magnifique qu'il trouve dans sa brève existence, dans la liberté incalculable de son désir. C'est lui que l'on transforme, c'est lui que l'on détruit. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce nouvel enfer algorithmique, oui, mais surtout de ce qu'il fait à votre individualité et de ce qu'il continuera à faire si vous ne réagissez pas, c'est-à-dire vous éloigner de vous-même jusqu'à en perdre purement et simplement votre sentiment d'existence. Car exister, c'est vouloir. Vouloir, c'est désirer. C'est désirer son propre désir singulier, celui que rien ne traque, celui que rien ne capte. Exister, c'est désirer, sans raison, et certainement pas suite à une suggestion, basée sur des moyennes comportementales, des déchetteries à envie ou des rêves factices et creux. Bienvenue au dolmen. Imaginez un monde dans lequel votre musique, vos lectures, vos films, toutes les productions culturelles que vous consommez seraient choisies pour vous, par moyenne, par fluctuation de tendance, par projection de vos goûts passés. Un monde où votre univers culturel, présent et futur, serait entièrement façonné par la machine. Je sais, au fond, il n'y a rien à imaginer. Sauf quelques trop rares exceptions, nos découvertes, notre nourriture cognitive, n'est déjà plus fortuite, mais induite. Prose, le partenaire de cette vidéo, lutte contre cette algorithmisation de la culture. Chez Prose, vous pourrez découvrir un large choix de livres audio, littérature, philosophie, classique et bien d'autres, recommandés par de vrais lecteurs, des créateurs et des librairies partenaires. J'ai travaillé avec eux pour vous proposer
ma sélection d'ouvrages, la bibliothèque du Dolmen, 10 livres audio que j'ai sélectionnés pour vous et qui m'ont tous, à leur manière, ouvert des portes de compréhension sur mon esprit, sur l'époque ou sur le bruit du monde. 10 ouvrages qui ont eu pour moi une résonance particulière. En utilisant mon lien en description, vous pourrez profiter d'un mois d'essai gratuit chez Prose, ainsi que d'un livre offert. Je ne peux que vous conseiller de profiter de cette occasion pour découvrir un des livres de ma sélection, que vous pourrez garder ad vitam aeternam sur votre compte Prose. Je recommande d'écouter les livres de cette sélection tard le soir, bien emmitouflés, avec un bon casque sur les oreilles, en vous promenant, pourquoi pas, dans les rues éclairées des centres-villes. Pour moi, c'est comme ça qu'on écoute un livre audio, en étant dans le monde, sans vraiment y être. Prose soutient les librairies indépendantes, en reversant une partie de chaque achat fait sur la plateforme à un réseau de librairies partenaires. Pour découvrir ma sélection et choisir votre ouvrage gratuit, le lien pour vous inscrire à Prose est en description. Bonne écoute. En 2006, Bernard Stiegler, un des philosophes français les plus conscients et visionnaires sur l'époque que nous devons aujourd'hui traverser, publie un nouveau livre, Réenchanter le monde. Il y propose, en moins de 200 pages, un tableau, une autopsie et un plan détaillé concernant le nouveau paradigme culturel, économique et technologique qui est aujourd'hui le nôtre, ce qu'il appelle le populisme industriel. Son constat est simple et tranchant. Depuis le début des années 60, l'amélioration du niveau de vie moyen en Occident, puis graduellement dans le monde entier, conduit à une libération du temps de cerveau disponible. Les humains passent et passeront tendanciellement de moins en moins de temps à œuvrer pour leur subsistance. Mais là où on aurait pu s'attendre à une élévation culturelle et intellectuelle de l'être humain, ce temps de cerveau libéré et disponible est depuis devenu l'objet d'une guerre sans merci, celle de l'attention. Le populisme industriel est le modèle qui tente de répondre cyniquement à la grande question de notre siècle. Comment va-t-on occuper tout ce temps de cerveau disponible ? Comment va-t-on rentabiliser ce que la rentabilité a permis de dégager d'interstices de liberté ? La réponse est toute trouvée. Marketing, publicité, industrie du divertissement. Alors, on invente des outils qui vont permettre de remplir ce vide occasionné. Télévision, ordinateur et l'outil de remplissage nomade le plus parfait, votre téléphone. Et vous connaissez ce schéma, je ne vous apprends rien. C'est généralement ici que l'analyse s'arrête. On constate, on hausse les épaules, on se dit qu'après tout, c'est un mal pour un bien. Instagram, c'est génial, YouTube, n'en parlons pas. Les algorithmes, c'est pas si mal au final. Mon téléphone est un objet incroyable. Et si le prix à payer pour tous ces outils surpuissants est simplement un peu de mon temps d'attention, alors, ce n'est pas si cher payé. Mais si je tiens à vous parler de ce petit essai de Stiegler, c'est qu'il insiste là où les autres s'arrêtent. Ce n'est pas juste votre temps d'attention qu'on vous dérobe. C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus intime, beaucoup plus fondamental. C'est votre désir. Comment fait-on pour maintenir 4 à 6 heures en moyenne l'attention d'un Homo sapiens sur un écran de verre de 10 cm par 5 rempli de pixels, alors que le monde est là, dehors, rempli de possibles, de chaleur, de sens et d'extase? Comment réussit-on le tour de force le plus incroyable de l'histoire de l'humanité? Miniaturiser le monde et rendre sa copie plus enviable que son modèle. En un mot, un tout petit mot, le désir. Voilà la clé, comprendre et manier le désir des hommes. Voilà ce qui fait d'un paysan un prince, d'un produit un rêve, d'une musique un titre mondial ou d'un objet un monde. Mais voilà aussi ce qui fait d'un homme une donnée, un levier, un objet calculable et calculé. Pour centraliser les intérêts, le populisme industriel a développé l'arme psychique la plus redoutable jamais mise sur pied, l'économie libidinale. L'idée est simple, considérer l'esprit de l'homme comme un système réactif que l'on étudie, dont on note les feedbacks,
la vibration, l'intérêt, dont on peut à force d'entraînement prédire les goûts et même à force les façonner. L'être humain devient une simple unité que l'on redirige, dont on traque les réactions, dont on peut diriger le flux et comprendre la fluctuation des goûts et des envies souvent standardisées et malléables. De petites tribus numériques sont créées avec leurs caractéristiques propres, leurs goûts, leurs symboles, leurs artefacts. On les parque et on alimente leurs désirs jusqu'à pouvoir l'orienter. On les maintient toujours à fleur de peau, toujours stimulées, toujours intéressées, en un mot, toujours désireuses. Ce faisant, quelque chose change, quelque chose de profond, sur lequel j'ai longtemps peiné à mettre un mot. Stigler, lui, parle d'une dépréciation de la valeur esprit, pour reprendre les mots de Paul Valéry. En vérité, c'est exactement ce qu'il se passe. En organisant le désir humain, en jouant avec cette chose si fragile qu'est notre envie, quelque chose se brise. À force d'être considéré et traité comme une petite unité d'attention par tous les outils que nous utilisons, nous finissons par nous-mêmes nous penser de cette manière. On accepte, sans rechigner, que l'esprit humain n'est jamais qu'un tas de câbles biologiques qui répond à un stimuli par un feedback, qui désire ou ne désire pas. Pire encore, on se met à défendre cette vision, sans voir que celle-ci tue tout ce qui fait de l'homme un homme. La raison, la sagesse, Sophia en grec, celle de la philosophie et du majestueux, devient simple ratio, c'est-à-dire calcul. L'être humain ne pense pas, il calcule, il ne rêve pas, il veut, il ne vagabonde pas, il cherche quelque chose. Non, l'esprit humain n'est pas cette équation désireuse que l'époque voudrait nous faire avaler. L'esprit humain, en plus de demeurer strictement du point de vue scientifique, encore aujourd'hui un néant quasi absolu, est aussi et surtout un outil fabuleux d'imagination, de création, de liaison, de sublimation, de singularisation, de tout ce qui fait que la vie est belle et vaut la peine d'être vécue. Tout ce que nie et détruit l'enfer algorithmique. Car à force d'être exploité, le désir s'érode et dégénère. En actionnant de manière frénétique les leviers de notre attention, de notre désir et de nos pulsions primordiales, le nouveau paradigme algorithmique finit par nous faire disjoncter. Et cela a des implications catastrophiques, dont nous n'apercevons probablement aujourd'hui que les prémices. Désirer son désir, c'est exister. Désirer le désir du monde entier, c'est disparaître. Le désir est l'aiguille fondamentale de la société humaine, du comportement social, de tout ce qu'il y a de beau et de précieux dans l'organisation et les productions de notre espèce. L'utiliser, l'organiser, le produire artificiellement, c'est jouer aux apprentis sorciers. Et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Nous jouons avec la brique la plus fondamentale de l'expérience humaine, et ce n'est pas sans conséquence. Pour faire simple, ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes, un individu, indivisible et entier, c'est avant tout pour Stigler ce que l'on appelle votre singularité et votre individuation. Autrement dit, vos aspirations, goûts, envies, rêves, jugements, refus, bref, votre désir et la manière dont il s'incarne. À chaque instant de votre vie, c'est vos choix qui vous font, qui eux-mêmes ne sont que le résultat de ce que vous désirez. On est toujours l'homme de son désir, qu'il soit grandiose ou rabougri. Et c'est là tout le problème. Car plus votre désir devient immédiat, commun, court-termiste, plus vous devenez un humain prostré, impulsif, noyé dans la masse et incapable de désirer plus loin que le désir artificiel qu'on lui met sous le nez, sur son petit écran de poche. En organisant le désir, en le massifiant, en faisant, disons-le, un objet de consommation immédiat, l'époque a déréglé quelque chose, le singulier. Car le jour où votre désir est aussi celui du monde entier, le jour où votre désir n'est plus produit par le hasard du monde, mais par une organisation numérique qui vise à maximiser votre temps d'attention, alors, ce jour-là, êtes-vous vraiment encore vous-même? Ou êtes-vous simplement une petite unité de plus
dans une trend, dans une bulle cognitive, dans un paquet comportemental et symbolique, dont on traque et organise les mouvements et les variations d'intérêt. L'enveloppe ne bouge pas. Mais l'enveloppe n'est rien. Ce qui compte avant tout, c'est ce vers quoi l'on se tourne. C'est ce qui occupe notre esprit, qui oriente notre vouloir. C'est exactement ce qu'il se passe quand vous vous perdez dans la société algorithmique de divertissement. Vous rejoignez un flux constant de désirs organisés, de millions d'autres, qui sautent, comme vous, de contenu en contenu, au flux de ce qu'on appelle les algorithmes de recommandation, et qui devraient s'appeler les panneaux de signalisation et de canalisation du désir. Vous n'êtes plus, à proprement parler, vous, mais une donnée, parmi un package de données. Votre désir n'existe plus. Stigler écrit « Le contrôle du désir et de la pulsion détruit le désir des individus et des groupes en le faussant. Il détruit ce que Freud appelle l'énergie libidinale. » Car oui, il faut que nous parlions un peu de psyché, car tout ceci se passe après tout dans l'alchimie de vos esprits. Et j'aimerais que vous compreniez bien ce qu'il se passe, avant que votre temps d'attention accordé à cette vidéo ne se mette à drastiquement baisser, aux alentours des 8 minutes, selon mes statistiques. Parler de désir sans parler de libido, c'est manquer une partie de l'équation. La pulsion du désir est à la base de l'expérience humaine. Elle dit « je veux ». Et de là naissent les coups de massue et les meurtres, mais aussi les villes, l'art, la musique, le couple, les rêves, le grandiose et le sublime. Le désir est une pulsion sur laquelle se construit tout le reste, pour peu que nous soyons capables de construire. La sublimation, terme que vous connaissez sûrement, n'est rien d'autre, en réalité, que notre capacité à reléguer et à construire sur notre pulsion primordiale. La sublimation est un enrobage typiquement humain, celui qui nous fait graver nos pointes de flèche, celui qui nous pousse à aimer amoureusement, à écrire sur le beau, à contempler, à forger petit à petit nos rêves individuels, ce que nous gardons dans le fond de nos cœurs et que nous entretenons chaque jour avec comme une secrète intention de bien les atteindre un jour. Tout ça, c'est le sublime, c'est ce qui n'existe pas, mais compte pourtant plus que tout. Le désir sublimé, c'est croire qu'il y a un sens et un intérêt supérieur à privilégier l'après incertain au détriment de l'immédiat certain. Or, cette construction autour d'un désir initial est un processus on ne peut plus individuel et singulier. Si nos désirs sont stupidement communs, nos sublimations sont outrageusement singulières. C'est en construisant le royaume instable et irréel de son désir que l'on devient et que l'on renforce son soi. Si je suis moi aujourd'hui, c'est bien davantage par mes rêves, par mes désirs profonds et magnifiques qui me poussent chaque jour à la tâche, que par toute identité de naissance ou par tout patronyme social. Les objets du désir, ceux qui comptent vraiment, pas ceux que l'on vous pousse à désirer, sont intrinsèquement singuliers, et en tant que tels, ils intensifient votre singularité. La fabrique industrielle du désir consiste, au contraire, à catégoriser les singularités, c'est-à-dire à les rendre calculables, le singulier étant par essence toujours ce qui ne se compare à rien, l'irréductiblement incalculable. Fabriquer du désir, c'est donc propager de la désingularisation. Pour le dire simplement, c'est faire chaque homme un peu moins chaque et un peu moins homme. Fabriquer du désir instantané, en faire la nouvelle norme, c'est détruire notre capacité à sublimer, à aimer à retardement, à projeter, à prendre soin du projet comme de l'autre, du groupe comme du rêve. Comme l'explique on ne peut plus clairement Stigler, le règne de la pulsion instantanée et homogénéisée, c'est détruire ce qui fait la valeur esprit, l'enchantement du monde, la conscience, l'humain splendide, au profit du règne de la barbarie, de la bêtise, de la réaction immédiate et libidineuse, et surtout, in fine, de toute idée de structure, de société ou de groupe humain. Ne vous y trompez pas, si l'on se supporte en tant que société,
Et si l'on va parfois jusqu'à s'aimer, c'est parce qu'on saisit encore, fût-ce parfois difficilement, la philia, l'énergie du lien, qui n'est rien d'autre, encore une fois, que ce désir primordial, celui d'acquérir et de s'enrichir de l'autre, mais sublimé, resplendissant et socialisé. La société, c'est avant tout ce qui transforme la pulsion en libido, en la canalisant, en détournant la satisfaction du désir immédiat pour un but autrement plus noble, le beau, le sublime ou le lien. Si l'on ne peut plus dériver la satisfaction, si l'on ne peut plus désirer son propre désir, alors il n'y a plus de nous et il n'y a plus de jeu. Alors, comment ne pas disparaître dans ce puits sans fond? Comment se ressaisir sur soi? Comment se sentir exister, plus fort ou à nouveau? Comment redésirer son propre désir, par-dessus et avant tout ce que le monde algorithmique a prévu pour nous? Comment protéger son sentiment subjectif d'existence? Car c'est avant tout ce dont il est question. Eh bien, je n'ai pas de conseils, mais j'ai des pistes de réflexion, dont je vous laisserai tirer les conclusions. J'en aurai 5. 1. Déjà, commencez par revoir votre vision de l'humain. Si vous vous pensez comme organe réflexe et pulsionnel, vous agirez comme tel. Ou du moins, vous ne vous sentirez pas partir. Le crapaud dans l'eau bouillante, vous connaissez. Pour ça, lisez de bons romans, qui vous rappellent à la complexité et à la subtilité de ce qu'est la vie humaine, et au particularisme individuel du sentiment. Kundera, par exemple, entre autres. 2. Ensuite, défendez votre désir irrationnel, celui qui vous singularise. Développez et assumez votre singularité. Au quotidien, cela passe par l'entretien de tous vos jugements, goûts, avis, plaisirs intimes sur les choses, pas n'importe lesquelles, mais les choses qui vous ressemblent. Et à ce petit jeu, il y a des choses qui ne changent pas. L'art reste la meilleure défense à l'homogénéisation du désir. Entre votre œil et l'art, votre oreille et la musique, votre esprit et la poésie, quelque chose peut se passer. Quelque chose qui rend beau, pour vous, et seulement pour vous, ce que le monde jugera dénué d'intérêt profond. Le goût, le vôtre, celui que vous n'expliquez pas et que vous entretenez, vous singularise. 3. Ayez des inébranlables. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais ces pensées, ces jugements, ces éclairs d'intuition, ces principes irrationnels, qui n'appellent aucun commentaire ni aucune contradiction, sont vos meilleures armes pour ne pas vous perdre. Ces belles pensées, qui vous sont propres et vous accompagnent sans que vous puissiez les expliciter, vous protègent et elles vous grandissent. 4. Philosophez. Comme Stigler le rappelle à la fin de son livre, chaque outil technique apporte son lot d'incroyables possibles, mais aussi de destruction potentielle. Lorsque l'écriture fut inventée, elle donna naissance à la société, comme nous la connaissons, perfectionna la transmission, rendit possible tout un tas d'incroyables évolutions, mais elle permit aussi l'apparition des sophistes, c'est-à-dire de ceux qui usèrent de l'écriture comme moyen d'asseoir une domination, de manipuler les désirs pour leur propre profit. Internet n'est pas mauvais, les algorithmes sont des outils neutres, mais il nous faut encore inventer une manière d'en faire quelque chose au service de l'épanouissement de l'esprit humain. Et là-dessus, il y a tout à faire. 5. Attaquer ce qui tient et protéger ce qui ne demande qu'à tomber. Réenchanter le monde, c'est ne jamais se satisfaire du réel, mais comprendre que ce qui fait que l'existence a un goût, un poids et un sens, ce sont surtout les immenses structures inventées dont nous ornementons nos vies, celles qui ne demandent qu'à s'écrouler, celles qui n'existent pas à proprement parler, mais qui rayonnent par l'effet qu'elles ont sur nos yeux rêveurs, enfantins et obnubilés. Voilà ce qu'il faut défendre: l'amour, l'art, l'inutile agréable, l'irrationnel, le jugement singulier, le goût, la belle phrase, l'amitié inexplicable, la rencontre et l'imagination. Toutes ces choses que l'on pourrait tenter de calculer, de vendre, d'écrouler, mais que l'on fausse à l'instant même où l'on se penche dessus. Il faut défendre tout ce qui se soustrait à la loupe et au calcul. Il faut défendre tout ce que le monde a de timide, de beau,
parce que timide. Si vous voulez aller plus loin, j'ai fait une conférence de plus d'1 heure au sujet du livre et des thèses de Stigler sur la nouvelle société algorithmique et pulsionnelle. La rediffusion est disponible, comme toutes mes conférences, sur mon Patreon, au Cercle du Dolmen. Pour réfléchir avec moi et les membres de la communauté à ce type de sujet, esquisser des solutions, proposer vos livres, partager vos textes et rejoindre une communauté d'artistes, de libres penseurs et d'essayistes, le lien pour rejoindre le Cercle du Dolmen est en description. Que vive l'indomptable, celui que rien n'intercepte. Que brille et triomphe le flambeau humain, qui aujourd'hui étouffe, mais s'imposera. À bientôt.